Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation de l'étape numéro 12 de ce Tour de France 2022. Il y a déjà une partie de cette étape qu'on a vue lors du Dauphiné cette année. La différence, c'est qu'à la fin, on n'avait pas l'Alpe d'Huez, qu'on retrouve. Et bon, c'est une montée toujours très difficile, bien entendu, avec les 21 virages. C'est toujours un petit peu compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape, plus votre grosse côte. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, les vidéos F1, également du côté du football féminin. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également mettre toutes les notifications. Ça, c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Étape de l'enfer pour les sprinteurs, ça c'est clair et net, pardon, c'est la doublette par rapport à hier. On a déjà eu 3 jours quand même compliqués, hein, l'étape de Megève, et puis on rajoute quand même 2 étapes avec encore du dénivelé. Dernière étape véritablement dans les Alpes, et c'est la plus dure, 4660 mètres de dénivelé positif. Si les grimpeurs veulent inverser une situation qui pour le moment n'est pas leur avantage, c'est peut-être une très bonne étape. Alors encore une fois, on a fait le repérage lors du dernier Dauphiné, mais la différence c'est qu'on a rajouté l'Alpe d'Huez, et qui est toujours infernal avec ses virages. Et puis avant, on aura le Galibier, la Croix de Fer. Le Galibier dans une version un peu plus facile qu'hier. Et on aura, on prend par l'autre face en fait le Galibier, tout simplement par le col du Lautaret, alors qu'hier on l'avait pris par le col du Télégraphe. Et puis le col de la Croix de Fer, c'est 30 bornes, donc c'est compliqué, c'est long. Il y aura quand même il y aura une dizaine de kilomètres, on va dire, de plat entre la descente du col de la Croix de Fer, le début de l'Alpe d'Huez, mais vraiment l'étape va être difficile pendant toute la journée, pendant 166 km. On regarde tout de suite le profil, le parcours entre Briançon et l'Alpe d'Huez, 2 passages à plus de 2000 mètres encore et 3 montées au-delà de 1008, donc ça fait mal aux jambes, et avec un départ qui sera en légère bosse pour ce début d'étape. On part de Briançon et on arrive assez vite au sprint intermédiaire au kilomètre 11,5 du côté de Le Monetier-les-Bains. Et en fait on démarre juste après quasiment le col du Galibier qui sera au kilomètre 33, donc après 10 km de course. Donc en fait ce sprint intermédiaire est sur les premières pentes du Galibier. Le col du Galibier par le col du Lautaret, donc c'est un peu plus facile on va dire dans cette version là, 23 km à 5,1 de moyenne, col hors catégorie, 2619 mètres d'altitude. Ce col du Galibier, c'est un peu plus roulant sur la première partie, où on aura très peu de passages au-delà de 7%, même aucun passage au-delà de 7%, et puis ensuite, à partir du kilomètre 16, c'est là où ça se complique avec 1 km à 7,1, puis 1 km à 8,8, et ensuite de nouveau un kilométrage un peu moins difficile pour finir avec 7,7% dans le dernier kilomètre sur ce col du Galibier. Ce qui fait sa difficulté, c'est la longueur, et encore une fois on aura quand même 12 km au-delà de 1008, donc c'est ça aussi qui va faire très très mal, même plus parce que ça, oui, 12-13 km au-delà de 1800 mètres d'altitude. Donc même s'il n'y a pas de gros pourcentage, peut-être, c'est pas du 20%, mais ça va faire extrêmement mal, surtout encore une fois avec la chaleur. Après, on redescend par la montée de la veille, c'est-à-dire on passe par Valvoire, on redescend par le col du Télégraphe, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, pour attaquer en fait le début du col de la Croix de Fer, 30 km, quasiment 29 km 1, 5,2% de moyenne, col de hors catégorie, pardon. Le sommet du col sera à 56 km de l'arrivée, je vais y arriver vraiment. Mais ça va être vraiment compliqué, cette montée du col de la Croix de Fer. Col de la Croix de Fer tout de suite, hop là, eh bien vous voyez,
Alors, la montée fait 29 km en soi, c'est pas 29 km de pure montée, hein. Vous voyez, vous pouvez enlever 4-5 km. Mais ça reste incroyablement difficile, le col de la Croix de Fer. Les 4 premiers kilomètres, on ne descend pas en dessous de 7,2%. Puis ensuite, on a quand même des passages qui vont affoler les 10% sur la deuxième rampe. Ensuite, eh bien, on attaque une montée de 15 km en soi, hein. Quand on arrive au bout de la descente, là, c'est quasiment encore 15 km de montée, qui, notamment avec un passage à 9,1%, mais 8,6%. Vous voyez, sur les 5-6 derniers kilomètres, on ne descendra pas en dessous de 7,8% de moyenne par kilomètre, donc c'est très compliqué. Même s'il y a des temps, on va dire, où on peut remettre le grand plateau, bien entendu, ça reste difficile, ce col de la Croix de Fer. Et puis surtout, il se passe toujours des choses en haut du col de la Croix de Fer. On redescend vers le barrage de Grand Maison, l'arrivée de Almont. On arrive à Almont, Bourdoisan, le pied de l'Alpe d'Huez, 13 km 6 à 7,9% de moyenne, 21 virages et c'est infernal avec un pied extrêmement difficile, 9% de moyenne sur le premier kilomètre. Mais en fait, c'est dur tout le temps, hein. L'Alpe d'Huez, il n'y a pas vraiment un peu comme le Granon de temps de repos. Alors, il y a moins de pourcentage, mais il y a un peu plus de longueur, hein. C'est 12 km. L'Alpe d'Huez, on va dire très très difficile, et où on oscille entre 7,5 grosso modo et 9%, 9,5 même sur certains passages, donc ça reste difficile. Et puis les 2 derniers kilomètres, il faut avoir la capacité pour s'imposer si on est dans un petit groupe, de remettre du braquet, car les 2 derniers kilomètres sont beaucoup plus faciles. Le dernier kilomètre est même quasiment plat du côté de l'Alpe d'Huez, mais c'est une montée infernale et ce sont quand même des bons coureurs qui se sont imposés en haut de l'Alpe d'Huez sur cette montée. On va passer au passage compliqué au niveau des descentes. Il faudra faire attention à la descente du Galibier qui est technique au départ, et la descente du Télégraphe également qui sera compliquée sur les premiers kilomètres. La descente de la Croix de Fer, c'est plutôt facile, mais on va aller très très vite et on a quelques épingles où on va arriver très très vite, donc il faudra faire attention au niveau des freinages. Et puis la fin de l'Alpe d'Huez, c'est quasiment plat, et attention, dernier virage à gauche, qui est un virage très serré à 200 mètres de la ligne, où on a vu parfois des coureurs être à 2 doigts de se mettre à terre, hein, donc il faut toujours se méfier de ce dernier virage. On va regarder tout de suite les segments Strava. Le premier segment Strava, c'est le col du Galibier. Alors, ils ont pris à partir du haut du col du Lautaret, donc c'est-à-dire entre le Lautaret et le col du Galibier, donc sur le passage le plus compliqué, 8,7 km à 6,5 de moyenne. Le record est à 23 minutes 25. La moyenne chez les pros est à 32,07. Dans ce col du Galibier, c'est Thibaut Pinot qui a le record avec 22 km 1 à 23 minutes 25 devant Steven Kruijswijk à 23 minutes 28, Richie Porte 23 minutes 33 et Warren Barguil à 23 minutes 48. Et pour ceux qui aiment bien la puissance en watts, il avait fait 315 watts Warren Barguil. Romain Bardet lui a fait 24,04. Victor l'a fait 24,09, 24,10 pour Pierre Rolland. Et Carlos Verona à 24,11 avec 375 watts de moyenne sur cette montée. On enquille et on enchaîne ensuite avec le col de la Croix de Fer. Le col de la Croix de Fer, donc je vous rappelle, hein, là dans cette version Strava, il est à 28 km 53, mais en soi il fait 29 km 5 là, dans la version Tour de France. C'est 1h12 et 55 secondes. Pour le record, la moyenne chez les pros est à 1h27,14. Donc en plus, c'est infernalement long, ce col de la Croix de Fer. Le record, c'est Damiano Caruso, 23 km 700 sur ses 29 km de montée, devant Ben O'Connor. Il est même à égalité avec Ben O'Connor, avec Tobias Johannesson et David Gaudu. Tobias Johannesson avait fait 310 watts sur cette montée, c'était le même jour. On a Matteo Jorgensen qui lui avait fait 1h12 et 23 secondes à 23,6 de moyenne, 350 watts. Ethan Etter, il avait fait 1h12 31. Pierre Rolland, 1h12 46. Carlos Verona, 1h12 48 avec 349 watts de moyenne. Donc vous voyez que c'est une montée qui est très exigeante et très longue sur cette montée. Puis l'Alpe d'Huez, 40 minutes de montée quand même pour 13 km. 53, 52
pour la moyenne chez les professionnels. Et le record, c'est Thibaut Pinot à 19,5 km. Donc vous voyez en plus, c'est vrai qu'il y a une particularité sur l'Alpe d'Huez, ce sont les virages. Et les virages cassent le rythme énormément. Donc le pourcentage max est très important dans les virages et il faut vraiment être intelligent dans la manière de prendre les virages, vraiment pas les prendre à la corde parce que sinon vous allez vous casser les jambes. 40 minutes 22 pour Romain Bardet. Steven Kruijswijk a fait 41,34 par exemple. Et Laurens Stendam avait fait 41,33 à l'époque à 393 watts de moyenne. Mais vraiment, il faudra faire attention sur cette montée, c'est infernalement long. On passe tout de suite à l'histoire du Tour de France. L'histoire du Tour de France, bien entendu, l'Alpe d'Huez. De nombreuses fois, on est allé à l'Alpe d'Huez. Et on va revenir, alors, il y aura beaucoup de photos sur cette portion histoire aujourd'hui. C'est une étape où il s'est passé énormément de choses. On va revenir encore sur une étape 19, comme la veille. À la différence que cette fois, c'est le Tour 2011. Il faut savoir qu'entre 99 et 2015, on a eu une surutilisation de l'Alpe d'Huez. Donc il y a eu beaucoup d'arrivées à l'Alpe d'Huez. 9 arrivées en 16 ans. On a eu notamment un contre-la-montre. On avait vraiment enchaîné les arrivées jusqu'à la victoire de Christophe Riblon. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on a été moins souvent sur l'Alpe d'Huez parce qu'on a été aussi à la Planche des Belles-Filles. Et que l'Alpe d'Huez est devenu peut-être un peu moins intéressant pour avoir des pourcentages. Souvent, on utilisait l'Alpe d'Huez pour avoir des forts pourcentages. Le Tour 2011, tour très surprenant avec Thomas Voeckler qui va avoir le maillot jaune pendant 10 jours. Et surtout, une course qui va se décanter extrêmement tard dans ce dernier week-end. En fait, il faudra attendre vraiment le dernier week-end pour avoir une course où les leaders vraiment sortent du bois et envoient du pâté. C'est également le début du renouveau du cyclisme français, ce Tour de France, avec 5 Français dans le top 15 à l'arrivée en 2011. Et ensuite, on aura Thibaut Pinot, Romain Bardet, qui vont faire cette nouvelle génération du cyclisme français, sans oublier également Boigny et Desmar du côté du sprint. Nous sommes le dernier vendredi de la course, étape difficile entre Modane et l'Alpe d'Huez, très courte également, ce qui à l'époque était une nouveauté, ça avait été vraiment prôné par Christian Prudhomme, je crois me souvenir même dès la présentation, il avait dit, voilà, on tente un peu quelque chose avec une étape très courte, donc 109 km 500, et au programme, Télégraphe, Galibier, Alpe d'Huez, donc quasiment comme aujourd'hui, à part qu'il n'y avait pas le col de la Croix de Fer, mais sinon c'est une étape et que le Télégraphe et la version du Galibier, on l'a pris hier. Mais sinon, voilà, là, on a quand même le Galibier dans cette étape. C'est Thomas Voeckler qui possède le maillot jaune avec seulement 15 secondes d'avance sur Andy Schleck. Et on se souvient qu'il avait pris le maillot jaune le jour où Ougerland, je crois Fletcha, tombe dans les barbelés. Et vous avez Vinokourov qui abandonne également dans ce Tour 2011. Après 10 km de course, la première échappée se forme avec 14 coureurs. On retrouve notamment Christophe Riblon, Johnny Ougerland à l'avant malgré les points de suture, notamment Marcus Burgard de la BMC, Jérôme Pinault de la Quick-Step, André Greipel d'Omega Pharma, notamment. Et puis dans le Télégraphe, l'animateur de cette journée va décider de faire sa première attaque après 15 km 700 de course. C'est Alberto Contador de la Saxo qui va tenter de tout faire pour emporter cette étape. Il est suivi par Andy Schleck, par Cadel Evans. Thomas Voeckler part avec un temps de retard. Il est obligé de réagir, mais le problème c'est qu'en plus il va s'isoler de ses équipiers à ce moment-là. C'est une grande journée de cyclisme qui démarre. Dans le peloton, ce sont les équipiers d'Ivan Basso qui décident de rouler du côté de la Liquigas car il n'a pas réussi à être devant. Le groupe Contador a 2 minutes de retard sur les échappés. Au kilomètre 22, Voeckler lâche en souffrance. Il en a peut-être un peu trop fait, notamment pour revenir sur Schleck, Contador et Evans. 1 kilomètre après, c'est Cadel Evans qui décroche à son tour à cause d'un problème mécanique. Il a des problèmes avec son dérailleur électrique. Il est même obligé de s'arrêter une deuxième fois pour vraiment remettre sa chaîne correctement. Vraiment des petits soucis techniques. Au sommet du Télégraphe, c'est Gorka Izagirre d'Aushkatel qui est dans l'échappée qui prend les points. Ils sont rejoints par le groupe Contador avant le sommet et Andy Schleck perce
deuxième et prend provisoirement la tête du classement de la montagne. 36 secondes derrière, on retrouve Vauclair, qui donc à ce moment-là a déjà perdu son maillot jaune malgré l'aide de son ancien compère de Brioche Boulangère, Jérôme Pinault. Le peloton emmené par la Liquigas a 1,36 de retard. Devant, collaboration entre Schleck et Contador, on a des intérêts communs. Schleck pour le général, Contador pour la victoire d'étape. On commence également à voir Thomas Vauclair s'énerver contre lui-même. Ça sera l'image un petit peu de toute cette étape, de voir Thomas Vauclair gueuler un petit peu dans tous les sens. Il va sortir complètement de son étape. Dans le peloton, la BMC roule pour Evans. Avec la Liquigas au kilomètre 40, Vauclair a 30 secondes de retard sur le groupe Contador qui est composé de Riblon, Andy Schleck, Izagirre. Alors, dans le résumé de ce jour-là, Jean-René Bernaudot dit Samuel Sanchez à ce moment-là. Ce n'est pas Samuel Sanchez car il n'y a pas le casque doré, j'ai vérifié. Or, Samuel Sanchez étant champion olympique, il avait le casque doré. Voilà, petite erreur de Jean-René Godard, mais qui m'a quand même bien fait chier parce que sur cette étape-là, j'ai passé beaucoup de temps, parce qu'il se passe beaucoup de choses, donc j'ai écrit pendant au moins 1 heure. Et il me disait, mais où est Izagirre à un moment, à quel moment attaque Sanchez? J'arrivais pas à comprendre. Merci Jean-René Godard, voilà, pour cette erreur qui m'a mis en difficulté. Nous arrivons dans le Galibier. Vauclair revient à 24 secondes seulement des hommes de tête. Et puis la BMC accélère à l'avant du peloton. L'objectif est de revenir pour Cadel Evans parce que le tour, sinon, va être perdu. Le peloton arrive à revenir sur Vauclair. On peut même se poser la question du côté de Thomas Vauclair pourquoi il ne s'est pas relevé avant pour avoir l'aide de ses équipiers qui auraient pu rouler avec la BMC et Liquigas. Juste après, Samuel Sanchez attaque. Quelques minutes après, c'est Cadel Evans qui repart. Alors que Vauclair va s'écrouler complètement. Il ne sera même pas attendu par ses équipiers qui aident désormais Pierre Rolland. Le groupe Evans se forme avec Pierre Rolland, Tom Danielson, Echdal, Frank Schleck, Damiano, Cunego. Au sommet du Galibier, Schleck passe en tête avec Riblon, Costa et Contador. On a perdu Izagirre, mais alors à quel moment, je ne sais pas. Dans ce col. Ils ont 20 secondes d'avance sur Sanchez. Evans et Rolland sont à 34 secondes. Vauclair est à 1 minute du groupe Rolland. Il est aidé par 2 équipiers, notamment, je crois, Anthony Charteau, mais il s'énerve car leur rythme est beaucoup trop élevé par rapport à ses possibilités du moment. Dans la descente du Galibier, Sanchez, très bon descendeur, revient rapidement sur le groupe Contador. À 23 km de l'arrivée, c'est le groupe Evans qui rejoint le groupe Contador. Tous les favoris sont devant, sauf à ce moment-là, Thomas Vauclair et Ivan Basso qui sont à 1 minute 30, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Vauclair rejoint le groupe des favoris. Entre-temps, Pierre Rolland a attaqué avec Echdal et il possède donc 1 minute d'avance sur ce groupe Contador, Vauclair et Evans. À 12 km 500 de l'arrivée, nous sommes au pied de l'Alpe d'Huez et l'animateur de la journée Alberto Contador réaccélère et Thomas Vauclair est de nouveau lâché. Il va déposer Pierre Rolland et Echdal très vite. Contador ne les attendra pas. Il ne les attendra pas, le pauvre Canadien qui en fait n'a plus du tout de force. Il est complètement cuit dès le pied de cette montée. C'est vraiment Pierre Rolland qui le tracte et au bout d'un moment, il craque. Et Pierre Rolland qui va s'accrocher, il se retrouve derrière Contador. On retrouve derrière Pierre Rolland Evans, Schleck, Sanchez, le champion olympique de 2008, le Basque Samuel Sanchez, va décider d'attaquer à son tour. Il n'est pas suivi par Schleck et Evans. Et il revient à 5 km 5 de l'arrivée sur Pierre Rolland qui s'accroche avec son énorme braquet. Les deux compères n'ont que 22 secondes de retard sur Contador. Et ils vont réussir à revenir sur le vainqueur du Tour 2007 et 2009 à 2,5 km de l'arrivée. On est donc dans les toutes dernières rampes de cette Alpe d'Huez. Et c'est Pierre Rolland qui décide d'attaquer dans cette dernière rampe pour s'isoler. Et les deux Espagnols, qui vont un peu se regarder, n'arriveront jamais à rentrer sur lui. Sanchez, qui était le plus fort aujourd'hui, devra se contenter de la 2e place avec quand même pas mal de regrets. Et Pierre Rolland pourra lui dire merci. Pierre Rolland succède au palmarès à Bernard Hinault, dernier vainqueur français à l'Alpe d'Huez en 86. Il termine avec 57 secondes d'avance sur les frères Schleck et Evans. Andy Schleck prend le maillot jaune avec 57 secondes d'avance sur Cadel Evans. Et Thomas Vauclair est désormais 4e. Pierre Rolland prend le maillot blanc à Reine Taramae. Et enfin, Samuel Sanchez récupère le maillot à pois. Enfin, le jury des commissaires
va repêcher le groupe Eto car 83 coureurs sont hors délai sur cette étape. Ils avaient déjà fait la même opération la veille. C'est pour vous dire que ce Tour 2011 est complètement fou. Et puis à la fin, on se souviendra que Evans remportera cette course grâce au contre-la-montre où il reprendra son retard sur Andy Schleck. Et il portera le maillot jaune lors seulement de la dernière étape. C'est même un peu une particularité, c'est qu'Cad Evans, pour gagner son Tour de France, il ne portera le maillot jaune qu'un jour, alors qu'il aura porté le maillot jaune beaucoup plus dans d'autres Tours de France, mais sans avoir la capacité de les remporter. Et ça sera son jour de gloire. Du côté des célébrités, on commence à Briançon avec Vincent Lavenu. Dans le cyclisme, le directeur sportif d'AG2R, le manager, un petit peu le patron d'AG2R qu'on a vu dans la voiture, notamment avec Jungels, qui est dans le cyclisme quand même depuis plus de 25 ans, où il dirige des équipes cyclistes. Il a été également coureur cycliste, Vincent Lavenu. Je sais pas si c'est pas une route du Sud, où il a remporté une étape du Route du Sud, Vincent Lavenu, dans sa carrière. Et puis on a également Lucas Doge, qui est un coureur de l'équipe Novo Nordisk. Du côté des autres personnalités dans d'autres domaines, nous avons à l'Alpe d'Huez Ophélie David, 7 fois championne du monde de ski cross. Nous avons Isabelle Blanc, championne olympique en 2002 de slalom parallèle en snowboard. Gauthier de Tessières également, ça c'est le vice-champion du monde 2013 de Super G. Du côté de la météo, grand soleil dans la vallée, 31 à 34 degrés. Le ressenti sera supérieur. On dépassera parfois 38-39 degrés en ressenti dans la vallée, notamment quand c'est engoncé. Ça va être vraiment très compliqué. En haut du Galibier, il fera encore 17 degrés. Croix de Fer, 21 degrés. Alpe d'Huez, 25 degrés. Ça va avoir son importance. Vent de nord-ouest, parfois 30 à 40 km/h, elle sera plutôt de face sur la journée, mais il sera de dos dans l'Alpe d'Huez. Ça pourrait pousser les coureurs dans le final et un petit peu animer cette course. Du côté de la stratégie, soit une échappée car les leaders sont fatigués, avec des coureurs qui seraient déçus par leur début de course et qui tenteraient de remporter une étape. Bagarre entre favoris aussi, parce que c'est une montée mythique. On pourrait peut-être s'attendre à un regroupement et avoir des coureurs qui sortent au pied de l'Alpe d'Huez. C'est également une possibilité sur cette étape. Moi, parmi mes pronostics, j'ai mis Warren Barguil en cas d'échappée. J'ai mis David Gaudu qui attaquerait et qui ne serait pas peut-être suivi par des adversaires. Jonas Vingegaard qui s'imposerait en costaud. Et puis en grosse cote, j'ai mis Geraint Thomas. Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve plutôt en forme, même si c'est une montée qui techniquement ne correspond pas à ses qualités. Voilà, Geraint Thomas qui partirait de loin. Une chevauchée solitaire de Geraint Thomas. Et qui s'imposerait au final. On peut toujours rêver. Du côté des horaires, 13h20 pour le départ réel à chaque fois. Je dis le départ réel et pas le départ fictif. Passage en haut du Galibier entre 14h15 et 14h22. Pied du col de la Croix de Fer, donc Saint-Jean-de-Maurienne, entre 15h34 et 15h51. Le sommet de ce col de la Croix de Fer entre 16h24 et 16h47. Bourdoisan, le pied de l'Alpe d'Huez entre 17h28 et 17h59 pour une arrivée prévue entre 17h55 et 18h30. Donc le débrief, ça ne sera pas avant 22h. Ça, je peux déjà vous le dire, parce qu'avec une étape qui arrive à 18h30, ça va être très compliqué pour moi de faire un débrief en temps et en heure pour cette étape du côté de l'Alpe d'Huez. Même si les coureurs vont vite, ils n'arriveront pas avant 17h45 ou 50 si l'étape va vite. Donc voilà, je vous le dis d'ores et déjà que l'étape va arriver tard. Même, on pourrait peut-être avoir un débrief qui arrive demain matin si vraiment l'Upload met beaucoup trop de temps à se faire. Donc débrief ce soir très tard ou demain matin. Sinon, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!